Merci Patrick. Bonjour à tous. Gérard Delfaux évoquait la proposition 46 de François Hollande. On va faire un petit saut dans les propositions pour évoquer la proposition 50. Ça vous dit peut-être quelque chose. Alors, pour les plus anciens, c'est la proposition 80 de François Mitterrand. Chez Nicolas Sarkozy, je n'ai pas retrouvé parce qu'entre octobre 2005, à l'époque où il s'est prononcé pour cette mesure, et mai 2007, il avait changé d'avis, j'ai nommé le droit de vote des étrangers aux élections locales. Cela n'a échappé à personne, je crois. Ce serpent de mer de la vie politique française vient de reprendre une certaine vigueur depuis la campagne électorale et depuis quelques semaines. Alors certains, souvent la gauche, s'acharnent à ériger cette promesse trentenaire en une avancée démocratique considérable. Quelque chose qui aurait à voir avec les plus grandes pages des conquêtes des libertés démocratiques dans notre pays. Toujours à gauche, certains préfèrent s'appuyer sur la géographie. La plupart des pays autour de nous le font, nous disent-ils, et donc il faut le faire. D'autres encore mettent en avant l'argument moral. Ne pas tenir ses promesses, ce n'est pas bien. Et ne pas les tenir depuis 30 ans, c'est vraiment très mal. D'autres, il en existe plus pragmatiques, plus cyniques, déploient l'argument financier. C'est une réforme qui ne coûte rien et qui fera beaucoup parler. On ne pourra pas nous dire qu'on n'a rien fait et dans 30 ans, on en parlera encore. D'autres, encore, qui ont retenu quelques enseignements de l'histoire du suffrage censitaire dans notre pays, affirment que les étrangers paient l'impôt, il est normal que... Voilà pour la gauche. Tournons-nous de l'autre côté de l'échiquier politique. On va commencer par l'extrême droite, d'abord pour déplorer que la droite républicaine a trop souvent épuisé son inspiration doctrinale. Pour l'extrême droite, la conception, je ne vais évidemment pas avoir à le développer longuement, mais la conception que nous avons, nous autres républicains et laïcs, est bien entendu aux antipodes de ce que l'extrême droite a toujours défendu en matière de citoyenneté et de nationalité, c'est-à-dire avant tout le droit du sang. J'ajouterais que le Front National a très longtemps défendu, alors je n'ai pas retrouvé dans les productions récentes, et puis je veux dire que bon, c'est quand j'ai quelques loisirs, je préfère les consacrer à autre chose, mais je n'ai pas trouvé dans les productions récentes du Front National un intérêt maintenu pour cette affaire, mais sachez que Jean-Marie Le Pen avait un dada qui était le suffrage familial. Alors il en a très longuement parlé au cours de sa longue carrière. Le suffrage familial, c'est un système qui prévoit que le chef de famille dispose d'un nombre de droits de vote proportionnel au nombre de membres de la famille. Bon. Alors, c'est un système qu'on n'a jamais connu en France, bien que dans les années 40, il ait été envisagé par un maréchal, vous connaissez tous le nom, mais il a été en vigueur dans quelques pays d'Europe, du Sud, en Espagne et au Portugal. Et je dois, à l'honnêteté historique, de vous dire que c'était sous la direction de Franco et de Salazar. On a les références pour vous. Alors, la droite républicaine, l'UMP, vous l'avez peut-être vu, a lancé une pétition qui clame son opposition au droit de vote des étrangers. Il a lancé toute une série d'arguments. Alors, très honnêtement, je vous avoue que certains sont recevables, d'autres moins, et d'autres pas du tout. Le grand thème qu'agite la droite républicaine, c'est la réciprocité. En gros, nous disent-ils, on ne va pas accorder le droit de vote aux élections municipales, par exemple aux Algériens, parce que nos ressortissants en Algérie n'ont pas le droit de voter aux élections municipales là-bas. Bon, avec des arguments pareils, dans 50 ans, voire dans 500, on sera toujours au même coup. Je crois que pour l'UMP, il faut surtout faire feu de tout bois pour s'opposer, mais ne rien proposer. Statu quo. Or, il nous semble, à un certain nombre, que ce débat mérite qu'on s'y penche.
et que de mauvaises réponses sont apportées à droite et à gauche à une question pertinente. Et cette question pertinente, Patrick l'évoquait tout à l'heure, c'est celle de la citoyenneté, et en particulier de l'extension de la citoyenneté à ceux qui en sont privés. Nous pensons que cela mérite donc une vraie réflexion, n'en déplaise à la droite, mais que les termes du débat sont très mal posés, n'en déplaise à la gauche. La réalité qu'il faut constater, c'est que depuis 30 ans, les étrangers sont pris en otage du débat, par une gauche et une droite qui convoitent des suffrages sur leur dos. Et dans cette affaire, je pense que nous sommes sur un champ politique miné par l'électoralisme, miné par les raccourcis, miné par les caricatures, par les anathèmes, par les contre-vérités. Alors il y a aussi des éléments de contexte. Je vais revenir sur les principes plus tard. Il y a des éléments de contexte. Même si ce sont bien sûr les principes qui doivent nous guider et non l'air du temps, comme républicains, nous devons avoir soin, nous devons veiller à la cohésion nationale et à la paix civile. Nous ne voudrions pas que ces débats se fassent sur le dos des étrangers et que des apprentis sorciers fassent rejaillir sur eux les conséquences d'un électoralisme à courte vue, qu'il soit pour ou qu'il soit contre cette mesure. Ainsi, le droit de vote différencié, j'en évoquerai un autre aspect tout à l'heure, mais le droit de vote différencié marqua en Irlande du Nord le début de la guerre civile dans les années 60. Alors bien sûr, une toute autre logique était à l'œuvre à l'époque, parce qu'elle établissait une distinction entre propriétaires et locataires qui excluait du droit de vote local plus du quart du corps électoral. C'est tout autre chose, et c'est un exemple de droit de vote différencié. Et l'abolition de cette discrimination en matière de droit de vote était l'une des revendications de l'Association pour les droits civiques d'Irlande du Nord, qui a organisé des manifestations très conséquentes dans les années 68-69. Encore une fois, ce parallèle a ses limites, mais il ne faut pas négliger le potentiel de division et de tension qu'une telle loi introduirait au sein de notre corps social. Alors je reviens aux arguments. On nous dit parfois que tout cela ne mérite pas un tel débat, car il s'agirait simplement d'attribuer un droit à des étrangers non communautaires que les ressortissants de l'Europe des 27 exercent déjà. C'est vrai. Et quelle en est la réalité de ce vote? Les étrangers communautaires votent depuis 1994 aux élections européennes et depuis 2001 aux élections municipales. Ils ne peuvent être ni maires, ni même adjoints. Ils sont exclus des élections cantonales, régionales, législatives, présidentielles, sénatoriales, ça va de soi. C'est ce modèle-là qu'il s'agit d'étendre. Pour nous, cette citoyenneté au rabais ne peut être sérieusement être considérée comme un progrès. On nous dit aussi qu'il faut permettre aux étrangers de s'intégrer. Mais enfin, soyons sérieux, on voudrait démontrer aux étrangers qu'ils ne sont décidément pas comme les autres, on ne s'y prendrait pas autrement en ne leur accordant un droit que pour des élections qu'en réalité on considère comme mineures, même pas les cantonales. On nous dit intégration, je réponds discrimination. Autre argument, je l'évoquais tout à l'heure rapidement, de nature économique. Les étrangers paient leurs impôts, nous dit-on. Outre que cela nous renvoie de façon discutable au suffrage censitaire, en vigueur au XIXe siècle, au début, cet argument ne tient pas. D'abord, s'il s'agit de retenir comme principe de citoyenneté le paiement de l'impôt, rappelons que près d'un Français sur deux n'y sont pas assujettis. Mais l'argument massu est plus souvent celui-là: les étrangers paient des impôts locaux, taxes d'habitation, taxes foncières s'ils sont propriétaires, et par conséquent, il est normal qu'ils participent aux élections locales. Admettons, poursuivons le raisonnement. Mais on décréterait donc que seule la taxe foncière et la taxe d'habitation donnent accès à la citoyenneté, mais pas l'impôt sur le revenu, alors que les étrangers qui payent la taxe d'habitation paient également l'impôt sur le revenu. Par conséquent, il y a là une forte contradiction, et ces arguments sont à la fois absurdes et ineptes. On cherche des justifications intellectuellement malhonnêtes à l'édification d'une citoyenneté à géométrie variable telle que nous en parlait tout à l'heure Guy Linchevin. Nous pensons que la citoyenneté doit être la même pour tous, et c'est ce qui nous distingue à la fois des uns et des autres.
le droit de vote attribué aux étrangers aux élections locales instituerait une pleine et entière citoyenneté pour les nationaux, une sous-citoyenneté pour les autres. Elle porte en germe une conception différentialiste de l'organisation sociale et pourrait être de nature à aggraver le communautarisme. Et qu'on ne nous dise pas que ce sont là des fantasmes agités par l'extrême droite. Contre-exemple. Car nous devrions en effet tirer les enseignements de l'histoire. Gaston Defferre, par sa loi cadre du 23 juin 1956, concrétisa une citoyenneté égale, en Algérie à l'époque française, entre indigènes et européens, en supprimant le système du double collège, une funeste invention qui distinguait les droits de vote des uns et des autres. Avant 1956, donc, les Européens avaient un droit de vote supérieur aux Algériens, je ne rentre pas dans les détails. Tout cela a été bien sûr balayé par l'indépendance, par le général de Gaulle, mais cette expérience de collège différencié pour des catégories distinctes de citoyens ne nous paraît décidément pas une source d'inspiration très heureuse, c'est un euphémisme. Pourtant, on a l'impression qu'aucune leçon n'a été tirée de l'histoire. On peut ainsi lire qu'un think tank, comment c'est quoi en français? C'est une boîte à idées? Un lèche-botte. C'est Charles qui le dit. Alors, un think tank qui se dit progressiste. Je vous livre son nom pour ne pas faire saliver trop longtemps. Terra Nova. Donc Terra Nova prône rien moins qu'une citoyenneté musulmane. C'est écrit, hein, vous allez sur leur site, vous le trouvez. Alors, ils ont un peu rectifié le titre. Ils ont mis musulmans ou étrangers pour une citoyenneté inclusive. Enfin, le titre d'origine, c'était pour une citoyenneté musulmane. Ça fait partie des notes de la Fondation Terra. Mais qu'est-ce donc que renvoyer, comme au temps de la colonisation que j'évoquais tout à l'heure, des personnes à raison de leur naissance dans une catégorie ou plutôt une sous-catégorie? On est bien loin de l'aspiration universaliste qu'évoquaient à la fois Charles et Patrick. Car avec des théories pareilles, on nous renvoie encore et toujours à cette obsession des racines, de la souche, du sang qui devrait déterminer les individus dès leur naissance dans une catégorie dont ils ne peuvent pas s'extraire. Ce même think tank, donc je ne rappelle pas la traduction, complète son dispositif intellectuel et politique, parce que ça ne s'arrête pas là. Une fois pour eux le droit de vote des étrangers aux élections locales acquis, il s'agit d'élaborer une nouvelle coalition, entre guillemets, à gauche. Et donc, Terra Nova nous explique que les classes populaires sont irrémédiablement lepénisées et qu'il faut les abandonner à l'abstention, à l'extrême droite ou à la droite. Plus la peine de s'y intéresser. Donc la nouvelle coalition qu'il convient de bâtir, électorale, doit être constituée maintenant de l'alliance des classes moyennes éclairées, avec les immigrés qui sont joliment rebaptisés population issue de la diversité. Et certains de ces promoteurs, les promoteurs de cette stratégie, nous expliquent déjà publiquement que c'est là l'assurance de la victoire de la gauche aux prochaines élections. Alors, chers amis, nous ne sommes pas naïfs. Chacun sait qu'en France, des groupes, des associations, des courants, des écoles de pensée prônent un différentialisme institutionnalisé, un développement séparé au nom d'une irréductible différence entre souchiens et indigènes, ce qu'évoquait tout à l'heure Guilain, Chevrier, ces fameux indigènes de la République, entre les Gaulois et les autres. Le Grèce et le Club de l'Horloge en ont rêvé, des courants, y compris de gauche, sont prêts à le faire. Pour toutes ces raisons, chers amis, cette mesure est l'illustration même d'une fausse avancée démocratique. Nous proposons au comité Laïcité République, en revanche, que soit ouverte aux étrangers résidant régulièrement en France la possibilité d'acquérir la nationalité française et donc la capacité d'en exercer pleinement les droits. Selon quelles conditions? Le texte de loi sur lequel travaille le Parlement depuis quelques années, et même de nombreuses années, prévoit que les étrangers résidant régulièrement en France depuis 5 ans pourraient disposer du droit de vote aux élections municipales. Nous nous proposons que selon la même condition de durée,
ils puissent acquérir le droit de vote à toutes les élections, en obtenant l'ensemble des droits liés à l'exercice plein et entier de la citoyenneté, donc par l'acquisition de la nationalité. Nous pensons qu'ils sont dignes d'exercer la plénitude des droits et d'être des citoyens à part entière et non des sous-citoyens à qui on accorderait comme une aumône une petite partie des droits, la participation aux élections municipales. Encore un point d'histoire. La Constitution du 24 avril 1793, qui n'a hélas jamais été appliquée, mais c'est une autre affaire, stipulait « Tout homme né et domicilié en France, âgé de 21 ans accompli, tout étranger de 21 ans, qui domicilie en France depuis une année, vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard, tout étranger enfin qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité l'humanité, est admis à l'exercice des droits de citoyens français. » Les temps ont changé, et évidemment, on ne va pas reprendre à l'identique ce texte de 119 ans, mais ces principes sont ceux auxquels nous devrions nous référer. Nous ne sommes pas naïfs, encore une fois, nous savons que certains refusent le droit de vote aux étrangers aux élections locales, en invoquant l'acquisition de la nationalité, tout en restreignant l'accès. C'est ce qu'a fait en particulier M. Claude Guéant lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, en élevant les conditions d'accès à la nationalité de façon évidemment abusive. Notre conception est tout autre. Nous pensons que lorsque les conditions de durée, 5 ans, sont réunies, tout étranger qui en fait la demande et qui se reconnaît dans les principes de la République doit pouvoir accéder à la nationalité. La tradition généreuse de la République, celle qui s'illustra jadis par l'intégration dans la nationalité de Thomas Paine, d'Anacarsis Claus et de nombreux anonymes, c'est elle qui doit ressourcer à la fois notre pratique et notre doctrine. C'est pour nous, je m'achemine vers ma conclusion, c'est pour nous l'engagement patriotique, et ce n'est pas un mot tabou, qui doit déterminer la nationalité, et non l'ethnie, la couleur de peau ou l'origine. Un engagement, une adhésion basée sur, comme le dit l'historienne Sophie Vaniche, la raison sensible, un lien rationnel et affectif indissociable. Et nous ne sommes plus, heureusement, à l'époque où l'ouverture à la nationalité se faisait pour des raisons utilitaristes, comme à la fin du XIXe siècle, un dernier point d'histoire. Car c'est en effet à la demande de l'état-major, pour tenter de pallier l'insuffisance numérique de l'armée française face à l'armée allemande, qu'est passée en 1890 une loi entraînant la naturalisation automatique des enfants nés en France de familles immigrées, afin qu'ils accomplissent le service militaire. Il n'existe plus. On ne va pas être soupçonné. L'égalité des droits et des devoirs, chers amis, citoyens, c'est la seule position qui vaille. La citoyenneté se fonde sur l'idée que par-delà les différences entre les individus et les inégalités de la société concrète, toutes les femmes et tous les hommes sont égaux en dignité et qu'ils doivent être traités politiquement et juridiquement de manière égale. Le long combat pour l'égalité des droits a permis que soient progressivement abolies les restrictions à l'exercice du droit de vote. Nous avions le suffrage universel masculin grâce à la Révolution française, mais l'établissement du suffrage censitaire au début du XIXe limita celui-ci. Que dire, évidemment, naturellement, de l'exclusion des femmes ou du droit de vote jusqu'à la libération? Que dire aussi, même si c'est moins connu, de l'exclusion du droit de vote des militaires de 1872 à 1945? Et nous irions aujourd'hui recréer des catégories distinctes. Ceux qui ont la plénitude des droits, et puis les autres, les sous-citoyens, qui n'ont le droit de voter qu'aux élections municipales. Un progrès? Non, l'inverse, c'est un recul. Un éloignement de l'aspiration à l'universalisme dont on parlait tout à l'heure, à l'abolition des restrictions entre les individus qui doivent avoir la possibilité, évidemment définie par le législateur, d'acquérir l'entièreté des droits du citoyen. Nous ne voulons pas de citoyens de seconde zone, nous voulons des citoyens ayant une capacité à exercer leurs droits et leurs devoirs de façon responsable. Assujettir, et j'en termine, assujettir les droits des citoyens à des règles particulières, c'est abandonner l'unicité de la loi de la République. Et cette unicité de la loi, nous n'y sommes pas attachés par un fétichisme doctrinal ou juridique borné, mais parce que cette unicité la garantie des mêmes droits, des mêmes responsabilités et des mêmes libertés pour tous. C'est cela l'égalité, c'est cela la laïcité, c'est cela la République. Je vous remercie de votre attention.